Et ce sont Myriam et Franck qui vont nous apporter leurs éclairages. Myriam, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du pôle famille au Cridon Ouest. Et puis Franck, vous êtes juriste consultant au pôle affaires du Cridon Ouest. Tiens, quelques chiffres à propos justement de ces Français, d'abord des nombreuses personnes qui résident hors de France et qui possèdent un ou plusieurs immeubles. Ça peut être des Français expatriés, on est d'accord Myriam, mais aussi des ressortissants étrangers. Historiquement en tête donc du classement les Britanniques, qui ont été détrônés par les voisins belges, qui représentent désormais 20% des achats réalisés par les étrangers non résidents en France. D'après les derniers chiffres publiés, les Allemands et les Néerlandais s'avèrent moins présents ces dernières années. Et puis il y a les Américains, évidemment. Et eux, ils restent stables dans l'évolution du nombre de leurs transactions. Les non-résidents, d'abord, commençons par ce mot. Comment le définir au regard de la loi, Myriam ? Alors, un non-résident, finalement, on le définit a contrario. On part de l'article 4B du Code général des impôts, qu'on va appeler CGI aujourd'hui pour gagner du temps. Donc, a contrario, on prend la définition des personnes qui sont fiscalement domiciliées en France. Et l'article 4B prévoit qu'il s'agit des personnes qui ont soit en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, soit exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elle ne justifie que cette activité est exercée à titre accessoire. Soit ces personnes ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Et enfin, on a également le cas des agents de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays étranger à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Dites-moi, ça fait beaucoup de critères. Il faut les remplir tous en même temps. Alors non, justement. Non. C'est pour ça que j'ai employé le mot « soit » régulièrement. Pour bien accentuer sur ce point, il s'agit de critères alternatifs et non cumulatif. Ça suffit donc, ça signifie quoi? Un seul et si c'est et on est qualifié de résident fiscal français. Ainsi, une personne qui répond à aucun de ces critères, c'est ça, un non-résident. Et si une personne peut être considérée comme domiciliée fiscalement à la fois en France dans un autre État, c'est possible ça? Oui, ça arrive. On a parfois la question qui nous est posée. Eh bien là, on doit se référer aux conventions fiscales. La France a conclu énormément de conventions fiscales et on a des critères en chaîne qui viennent régler ce qu'on appelle ces conflits de résidence fiscale. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un non-résident vend un bien immobilier en France et qui réalise là une plus-value? Ça se passe comment, Myriam? Alors, on applique un prélèvement qui est prévu à l'article 244 bis A du CGI. Il s'applique toutefois sous réserve des conventions internationales. Cela signifie que le droit interne s'applique, sauf si une convention y fait obstacle. En l'occurrence, dans bien des cas, les conventions conclues par la France prévoient que c'est l'État de la source, c'est-à-dire l'État où est situé l'immeuble qui est vendu, qui a le droit d'imposer la plus-value. Mais ça ne prive pas l'autre État également d'imposer selon ses propres règles. Ça va dépendre de quoi alors? De la façon dont est rédigée la convention. On a différents modes d'élimination des doubles impositions qui sont prévus. Et sur quelle plus-value s'applique le prélèvement alors? Alors, ça concerne la plus-value qui résulte de la vente d'un bien immobilier situé en France. Et on a derrière la question des prélèvements sociaux qui vient immédiatement ensuite. Et quel est le taux alors dans ces cas-là? On est à un taux de 19%. Et s'agissant justement des prélèvements sociaux, les taux, Franck, précis, on va avoir un tableau qui va nous oui, éclairer. Comme le disait Myriam, il y a des prélèvements sociaux qui vont s'appliquer. En réalité, il y en a 3. On pense à la contribution sociale généralisée, dont là le taux est fixé à 9,2% pour les plus-values. La contribution pour la réduction de la dette sociale à 0,5%. Et puis il y en a un dernier, c'est le prélèvement de solidarité, dont le taux, lui, est fixé à 7,5%. Tous ces prélèvements sociaux s'appliquent à tous les non-résidents? Pas tous les non-résidents, justement. Il va y avoir certaines exceptions, là, qui vont être liées au régime de sécurité sociale. C'est-à-dire que si on a un non-résident qui n'est pas affilié à un régime de sécurité sociale obligatoire français,
et qui est affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale de l'espace économique européen, alors là, on pourra en effet le dispenser de CSG et de CRDS. Mais ils auront quand même un prélèvement. Le prélèvement de solidarité de 7,5%, celui-ci, il reste bien présent. Et je précise que l'espace économique européen, c'est le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège, mais ça peut aussi concerner les résidents suisses. Est-ce que ça concerne également les ressortissants britanniques? Alors c'est une bonne question parce que depuis le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'espace économique européen. Donc on pourrait se dire qu'on doit leur appliquer la CSG et la CRDS, mais en réalité, les accords de négociation du Brexit ont dégagé le fait qu'on va pouvoir les dispenser de CSG, CRDS si on est affilié à un régime de sécurité sociale britannique, si on n'est pas affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale français, et si on est ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, de la France, ou si on est ressortissant du Royaume-Uni. Ça recouvre quoi, cette notion de ressortissant? En fait, c'est la question de la nationalité, c'est-à-dire si une personne de nationalité belge vit en Australie, par exemple, ça restera un ressortissant belge parce qu'il a cette nationalité belge. Myriam, il y a des exonérations qui sont applicables aux non-résidents? Oui. Alors tout d'abord, il ne faut pas oublier les exonérations des résidents qui peuvent, pour certaines, bénéficier également aux non-résidents. Alors sans être exhaustif, parce qu'il y en a énormément, on peut citer les biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement. On a également le cas des biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement ou assimilés. Alors peut-être un peu plus fréquent, les cessions avec des prix inférieurs ou égaux à 15 000 €. Et on a encore plus fréquemment le cas de la durée de détention, donc les biens détenus depuis plus de 30 ans, qui permettent donc d'avoir une exonération. Est-ce qu'il y a des exonérations franques dont seuls les non-résidents peuvent se prévaloir? Ça existe? Oui, on peut en trouver deux, l'une étant exclusive de l'autre. La première, c'est l'exonération liée à l'ancienne résidence principale du non-résident. Elle va s'appliquer à certaines conditions. Il faut qu'au moment du transfert du domicile fiscal hors de France, ça constitue bien la résidence principale de celui qui quitte la France. Il y a des conditions de délai, notamment, à savoir qu'il faut que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit le transfert du domicile fiscal hors de France. Puis, il y a surtout une condition très importante, au-delà de la condition du délai, c'est la condition géographique. Il faut que l'état d'expatriation soit un état éligible. Et l'autre exonération, donc, elle concerne les plus-values, hein, Myriam? Oui, toujours les plus-values. Une seconde exonération donc spécifique aux non-résidents. Finalement, on applique plus fréquemment que l'exonération résidence principale. Alors là, ça concerne les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2014 au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques non résidentes de France, ressortissantes. La notion qu'on a vue, donc la nationalité, ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Cette exonération, elle s'applique aux ressortissants d'un État éligible, c'est-à-dire vraiment aux personnes ayant la nationalité de cet État. On insiste parce qu'on a vraiment régulièrement la question au Cridon Ouest. Et dans la pratique, elle s'applique de quelle manière? Alors, cette exonération s'applique dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable à la double condition. Il y a une double condition, à la double condition que premièrement, le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins 2 ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.
Ça peut être pendant sa minorité, sans souci. La deuxième condition à remplir est que la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la 10e année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France, ou sans condition de délai, et c'est pour ça aussi qu'on arrive parfois à remplir cette condition, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession.